Ce jeudi après-midi-là, après avoir chargé mes outils dans mon pick-up, mon humeur était loin d'être joyeuse. Je travaillais avec un client depuis quelques semaines, mais il semblait de plus en plus incertain quant au design. Ses demandes constantes de changement étaient devenues frustrantes et la dernière en date, ce matin-là, m'avait obligé à démonter une partie significative du travail déjà effectué. Pour ne rien arranger, je devais rencontrer l'architecte et l'ingénieur pour réviser les plans de structure en fonction des nouvelles exigences du client. En conséquence, le lendemain s'était inopinément transformé en jour de congé. Je m'appelle Kenneth Morrison, je suis charpentier et propriétaire d'un petit atelier spécialisé dans la création d'escaliers de première classe. Je travaille avec une clientèle d'élite, des propriétaires aisés, des hôtels, des restaurants et des bureaux prêts à débourser plus de 50 000 $ pour un escalier sur mesure. À 34 ans, je suis marié depuis 4 ans à Daphné Tupé, une avocate brillante de 29 ans, exerçant au prestigieux cabinet Kramer Bowen et Hendrick, spécialisé en droit commercial et de la propriété intellectuelle. Nous n'avons pas encore d'enfants, car Daphné privilégie sa carrière. Quand je suis rentré à la maison à 16h30, j'ai été surpris de voir la voiture de ma femme garée devant l'entrée. Il était inhabituel qu'elle rentre tôt un jeudi, elle travaillait généralement tard et ne finissait tôt que le vendredi. En entrant par la porte de derrière, j'ai remarqué un petit problème de pression d'eau et le fait que Daphné était sous la douche à l'étage m'a semblé étrange, car elle se douchait habituellement le matin ou avant de se coucher. Après m'être changé pour des vêtements confortables, je suis monté pour comprendre pourquoi Daphné était rentrée plus tôt. Comme prévu, elle venait de finir sa douche et portait maintenant des barésilles noirs révélateurs, avec une nouvelle robe noire posée sur le lit, prête à être enfilée. « Salut chérie, pourquoi es-tu rentrée si tôt ? Ai-je oublié quelque chose ? Avons-nous des projets pour la soirée dont je ne me souviens pas ? Ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une expression qui trahissait sa nervosité, malgré ses efforts pour la cacher. Prenant une grande inspiration, elle a répondu « Non, Kenneth, tu n'as rien oublié. J'ai des projets pour la soirée et tu n'es pas invité. Je ne serai pas là avant dimanche après-midi. Je passerai le week-end avec Derek Kramer. » Confus, j'ai demandé « Que veux-tu dire ? Est-ce un voyage d'affaires ?» Secouant la tête, elle a répondu « Non, Kenneth, ce n'est pas un voyage d'affaires. Derek a réservé une chambre d'hôtel pour nous. Je ne serai pas ici ce week-end. Ça n'arrivera pas, ai-je dit fermement. Je ne peux pas laisser ma femme passer le week-end avec un autre homme. Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer, Kenneth, parce que c'est ce que Derek veut et je te conseille de ne pas le défier, a-t-elle ricané. Donc tu te portes volontaire pour ça ? Tu t'attends à ce que j'accepte juste, que j'enterre mes sentiments, que je te laisse partir et revenir comme une femme fidèle, ai-je répliqué, le sarcasme dans la voix. Je n'ai jamais dit que c'était un arrangement temporaire. Derek a clairement indiqué qu'il voulait que ce soit permanent. Alors oui, encaisse et ne fais pas d'histoire. Crois-moi, ta vie sera plus facile si tu acceptes simplement, a-t-elle dit, sa voix ferme. Nous verrons bien, ai-je dit. Je ne supporterai pas ça, Daphné. Tu dois penser aux conséquences de tes actions. Je ne laisserai pas un homme vaniteux dicter ma vie. Si tu penses que je suis facilement influençable, tu te trompes. Tu vas avoir une surprise. Pendant qu'elle finissait de se préparer pour la soirée, je suis descendu, j'ai pris une bière au réfrigérateur et j'ai remarqué une Mercedes qui approchait. Derek, l'homme arrogant lui-même, en est sorti et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il a sonné. « Kenneth, pourrais-tu ouvrir la porte à Derek ?» a crié Daphné de l'étage. J'ai rapidement composé le code de l'alarme sur le haillon et j'ai mis mon téléphone en mode enregistrement, le glissant dans la poche de mon t-shirt. Je me suis installé dans le salon, me préparant à la confrontation avec Derek Kramer. Daphné avait rejoint le cabinet 3 ans plus tôt et notre première rencontre avec Derek avait eu lieu lors de la fête de Noël de l'entreprise. Derek, un homme d'une quarantaine d'années, avait un air d'autorité. Il était cordial avec ses collègues, flirtait avec les employés et charmait aussi bien les conjoints de ses pairs que les maris des collègues féminines. Son comportement, dégageant arrogance et mépris, m'avait instantanément déplu. Daphné est descendue en colère les escaliers et a ouvert la porte. Je l'ai regardée depuis le salon, sirotant ma bière. Désolé pour le retard, Derek. Je ne sais pas où sont passées les bonnes manières de mon mari, a-t-elle dit. Adoptant un ton soumis. Elle a murmuré quelque chose à Derek, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Et l'ami, j'ai entendu dire que tu n'étais pas d'accord pour que Daphné passe le. A grogné Derek en entrant dans le salon,
l'air d'un directeur d'école réprimandant un élève. J'ai été choqué par son arrogance, pensant qu'il pouvait agir comme un patron dans ma propre maison. Sortez de chez moi avant que j'appelle la police, ai-je dit en serrant les poings de colère. Hilary et Daphné a souri à côté de lui. Qu'est-ce que tu penses que les flics feront, a-t-il raillé. Rien, ils ne feront rien. Tu sais pourquoi. Soudain, il a remarqué mon téléphone et a essayé d'arrêter l'enregistrement, mais il était verrouillé par un mot de passe. Il l'a jeté sur le carrelage céramique et l'écran s'est fissuré sous l'impact. Écoute bien, petit malin, ta femme va passer ce week-end avec moi, peu importe ce que tu en penses. Elle sera avec moi quand je veux, et ton avis n'a aucune importance. Tu comprends? Si tu essaies d'interférer, il y aura des conséquences. Ta vie sera un cauchemar comparé à ce qui t'attend. Alors, pour ce week-end, tais-toi et ne cause pas de problème. Si j'apprends que tu as contrarié Daphné, mentionné un divorce, ou fait quelque chose de stupide comme essayer de contacter ma femme, je n'hésiterai pas à exposer tes activités suspectes de blanchiment d'argent ou le contenu illégal sur ton ordinateur. J'ai choisi de faire semblant de n'en rien savoir. La probabilité que ces informations deviennent publiques semblait faible. Je n'avais jamais été impliqué dans le blanchiment d'argent ou des activités illégales. Cela peut être fait facilement, a-t-il menacé. Transférer des fichiers vers un ordinateur est simple. J'ai répondu machinalement, si tu les as téléchargés sur mon ordinateur, cela ne signifie-t-il pas que tu as déjà du contenu illégal? Il a souri avec suffisance. C'est la différence entre nous. Ce qui t'est interdit est parfaitement acceptable pour des gens ayant des relations puissantes comme moi. Je te recommande fortement de continuer à te comporter comme une personne de la classe ouvrière et de ne pas déranger les personnes de statut supérieur. Tu comprends? J'ai été choqué par les mots que je venais d'entendre. Une telle conversation aurait été scandaleuse même dans une comédie fictive, pourtant cet homme était on ne peut plus sérieux. Et je te prie de ne pas chercher à te venger de moi ou de Daphné, a-t-il poursuivi. Je ne veux pas que l'infection se transmette de toi à Daphné, puis à moi. Je ne vais pas demander à Daphné d'arrêter d'être intime avec toi, du moins pas encore. Ne vois-tu pas que j'essaie juste d'être raisonnable? Si tu dépasses les bornes, je le saurai. Bon, maintenant, allons-y chérie, a-t-il dit, s'adressant à ma femme. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée et Daphné a attrapé son sac et est partie sans dire un mot, sans même me regarder. Le fait qu'il l'ait appelée, chérie, rendait la situation surréaliste. Au lieu d'une pure colère, j'ai ressenti un mélange de fureur et d'incrédulité. À ce moment-là, j'ai silencieusement remercié le cambrioleur qui avait fait irruption chez moi un an avant ma rencontre avec Daphné. Il m'avait forcé à installer un système de surveillance et d'alarme complet. J'avais mis en place des caméras sensibles au mouvement et des microphones sensibles à la voix dans toute la maison, capables de tout enregistrer et de le stocker dans le cloud. Je n'avais jamais dit à Daphné que le système pouvait être mis en mode enregistrement lorsque nous étions à la maison, donc elle ignorait tout. Juste avant qu'elle n'ouvre la porte à cet homme déplorable, je l'ai activé. En même temps, j'ai activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone portable, espérant que Kramer remarquerait la caméra et essaierait de la désactiver. Cela lui permettrait de parler plus librement, ignorant qu'il était enregistré. Cela pourrait fournir des informations précieuses pour un éventuel divorce. Le téléphone qui est tombé par terre était mon téléphone professionnel. En travaillant avec des clients plus aisés, j'avais rapidement réalisé que leur donner mon numéro personnel signifiait être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avoir un téléphone professionnel distinct me permettait de me déconnecter en fin de journée et de répondre aux messages le lendemain matin. Au moins, j'avais encore un moyen de communiquer. J'ai pris mon téléphone personnel et j'ai composé le numéro de mon avocat d'affaires et ami proche, Harry. Harry avait épousé ma sœur aînée, Jennifer, il y a 10 ans. Leur mariage était rempli de bonheur jusqu'à ce que la tragédie frappe, Jennifer s'est noyée tragiquement lors d'un voyage en Guadeloupe. Malgré sa perte, Harry est resté un membre aimé de notre famille. 3 ans plus tard, il a retrouvé l'amour avec Kristen et, après un an de fréquentation, ils se sont mariés. Mes parents et moi étions les invités d'honneur à leur mariage et, à ce jour, Harry et Kristen se sentent comme des membres de la famille. Quand je me suis retrouvé dans une situation difficile, je me suis tourné vers Harry pour obtenir de l'aide. Je lui ai parlé des menaces de Kramer et de ce qui s'était passé pendant le week-end de ma femme. Sans hésitation, Harry m'a offert son aide. Il m'a conseillé de ne pas quitter la maison, de couper tous les moyens de communication et d'attendre son arrivée.
Il m'a assuré que lui et Kristen apporteraient le dîner dans 1 heure, ce qui m'a donné un sentiment de confiance bien nécessaire. Alors que je me remémorais les événements de la dernière heure, la prise de conscience que notre lien n'était pas aussi fort que je l'avais cru m'a frappé de plein fouet. Il y a 5 ans, ma relation avec Daphné a commencé lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. Bien que je ne connaisse pas beaucoup de monde là-bas, j'ai entamé une conversation avec Daphné, qui s'est avérée être la sœur d'un ami militaire du fêté, quelqu'un qui avait servi en Afghanistan. Notre lien s'est renforcé et 1 semaine plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. L'année suivante, nous nous sommes mariés. Pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler pour Monsieur Duncan, le fondateur de la petite entreprise où j'étais employé. Craig Duncan était un spécialiste du travail du bois bien connu dans notre région, mais ses compétences en comptabilité et en gestion laissaient beaucoup à désirer. Quand j'étais à l'université, il m'a embauché comme comptable à temps partiel pour l'aider avec ses livres. À mesure que la charge de travail augmentait, Monsieur Duncan a conclu 3 contrats majeurs qui nécessitaient plus d'attention qu'il ne pouvait en gérer. Malgré les difficultés, les clients ont insisté pour qu'il prenne ces projets. En conséquence, il m'a demandé de l'aider dans son travail. Au début, je faisais des courses, livrais des marchandises et aidais à déplacer de gros objets. Il est rapidement devenu clair que j'apprenais vite et que j'étais bien adapté au travail. Bien que j'ai obtenu un diplôme en comptabilité, mon amour pour le travail pratique m'a poussé à faire un stage après avoir reçu mon certificat. Finalement, je suis devenu l'assistant de Monsieur Duncan et, avec le soutien financier de mes parents, j'ai racheté sa part dans l'entreprise. Malgré la sous-estimation des avocats du cabinet, qui me considéraient comme un simple employé de magasin, j'ai persisté. Mon entreprise a prospéré en se concentrant sur moins de projets, mais plus rentables. Quelques mois plus tôt, j'avais embauché 2 assistants et mes revenus et dépenses dépassaient ceux de nombreux avocats de l'entourage de ma femme. Malgré mon succès, Daphné n'a jamais été au courant de ces réalisations. La réalité m'a frappé de plein fouet lorsque Kristen et Harry sont arrivés avec de la nourriture chinoise et de la bière. Kristen m'a serré dans ses bras avec réconfort et a dit « Je n'arrive pas à croire que Daphné te fasse ça. Ce n'est tellement pas dans son caractère. » Après que Harry m'ait donné une étreinte encourageante, il a ajouté « Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution ensemble. Dis non et ensuite je vérifierai tes fichiers. » Je leur ai raconté l'attitude peu amicale de Daphné quand je suis rentré après le déjeuner. Après avoir mangé, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai trouvé des fichiers avec les enregistrements des caméras et des microphones. Heureusement, les conversations étaient très claires. « Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre », s'est exclamé Harry. « Plutôt arrogant ce type, non, ai-je fait remarquer. »« Non, plutôt carrément stupide », a répondu Harry. « Ce type a 40 ou 42 ans. Cela signifie qu'il a environ 15 ans d'expérience juridique à son actif. Ce n'est pas un débutant et pourtant il est si sûr de lui qu'il ne réalise pas que parfois la meilleure tactique est simplement de rester silencieux. Ton coup intelligent de faire semblant que le téléphone n'enregistrait pas après qu'il l'ait brisé a fonctionné. Il y a cru et a révélé toutes les informations dont nous avions besoin. J'ai demandé à Harry s'il était légal d'utiliser l'enregistrement puisqu'il avait été fait sans son consentement. Absolument, m'a assuré Harry. C'est ta maison. Tu as le droit d'enregistrer tout ce que tu veux ici, donc il n'y a rien à craindre. C'est ce que tu veux dire, ai-je demandé, incertain. Non, ce n'est pas de cela que je parle, a répondu Harry. Nous devons agir avec prudence. J'ai fait quelques recherches. Christina a eu la gentillesse de prendre le volant et d'aller chercher la nourriture. Il s'avère que notre cible, Kramer, est le fils du fondateur du cabinet d'avocats. Le savais-tu déjà? J'ai confirmé que oui. Peut-être que tu ne savais pas, non, a poursuivi Harry, mais son père, Marvin Kramer, a une solide réputation. Ce n'était pas un grand avocat, mais la plupart des juges de cette région étaient ses vieux amis de collège, ce qui lui donnait un avantage significatif pour gagner des affaires. C'est maintenant un problème. Son fils, Derek, a décidé de suivre ses traces. Avec ses vastes relations avec des juges amis, il sera incroyablement difficile d'obtenir une décision favorable en notre faveur, quelle que soit la légalité de ses actions. Donc tu dis que je vais me retrouver dans une situation difficile quoi qu'il arrive? Ai-je demandé. Pas tout à fait, a répondu Harry. Ce sera difficile de gagner, mais c'est possible. J'ai des relations puissantes. La clé est de recueillir suffisamment de preuves pour monter un dossier solide contre lui. J'ai une stratégie.
Mais qu'en est-il des juges qui le soutiennent toujours, ai-je demandé. Comment pouvons-nous surmonter cela? Nous ne le ferons pas, a dit Harry. Mais nous n'avons pas besoin de porter cette affaire devant un tribunal civil. Nous allons directement devant un tribunal pénal. C'est alors que notre conversation a été interrompue par un coup à la porte d'entrée. Une brune se tenait sur le porche. « Bonjour, monsieur Morrison », a-t-elle salué. « Salut Laura, entre », a répondu Harry. « Kenneth, voici Laura Foster. C'est une experte en informatique de l'agence de détectives privée avec laquelle nous travaillons. Je l'ai contactée après notre conversation téléphonique d'aujourd'hui. Nous avons mis Laura au courant et je lui ai demandé d'écouter l'enregistrement, en particulier la partie où Kramer mentionne le téléchargement de preuves sur mon ordinateur. Laura a écouté attentivement, puis a exposé un plan détaillé. Dans l'un ou l'autre des deux scénarios possibles, ils viendront dans l'après-midi, peut-être avec votre femme, et pirateront votre ordinateur. Ils changeront la date et téléchargeront leur matériel pour faire croire que cela a été fait avant la visite de Kramer. Si cela se produit, votre système de caméra enregistrera tout. Avant de partir travailler le matin, assurez-vous de mettre votre appareil en mode enregistrement, a expliqué Laura en sortant une petite boîte grise de son sac. Une autre option est de leur donner un accès à distance à votre ordinateur pour des dommages potentiels. J'installerai ce module devant votre modem pour surveiller tous ceux qui essaient d'accéder à votre routeur et suivre ce qu'ils tentent de télécharger ou de téléverser. En attendant, transférez toutes les informations personnelles ou confidentielles sur une clé USB, puis effacez tout de votre ordinateur, a ajouté Harry. C'est évident qu'elle sait ce qu'elle fait. Commençons, a poursuivi Laura avec assurance. Kenneth, la seule preuve que vous avez contre lui pour le chantage est l'enregistrement. Si vous essayez de monter un dossier uniquement sur ce que cela pourrait être facilement écarté. Le chantage n'est souvent pas considéré comme un crime grave par le public, et les juges ayant des relations pourraient prendre le parti de Kramer. La situation idéale serait que Kramer installe du contenu illégal sur votre ordinateur, puis le signale à la police en fournissant de fausses preuves que vous possédez ce contenu. De cette manière, une trace indiquerait que l'activité illégale a eu lieu sans votre participation. Grâce à l'avertissement que nous avons reçu de Kramer et que nous documenterons, nous aurons des preuves solides à présenter au tribunal s'il s'implique dans des activités criminelles, en particulier avec des matériaux illégaux. Ses amis du monde judiciaire se distancieraient alors probablement de lui. J'ai trouvé cela dérangeant et anormal, mais Harry a expliqué davantage, oui, c'est désagréable, mais Kramer est toujours dangereux. Voici autre chose, n'utilise pas ton ordinateur pendant les prochains jours. Si Kramer met son plan à exécution et t'accuse, la police pourrait vouloir vérifier l'historique de ton ordinateur pour voir si quelqu'un a accédé à des fichiers illégaux. En ne l'utilisant pas, nous pouvons garder l'historique propre, ce qui sera utile. Assure-toi également que ton téléphone portable ne se connecte pas à ton Wi-Fi domestique dans les prochains jours, afin qu'il ne puisse pas utiliser ton téléphone à la place de ton ordinateur. Laura a terminé d'installer le module de surveillance et d'effacer toutes les informations confidentielles de mes appareils. Elle nous a assuré que le module nous enverrait des copies de toutes les demandes d'accès. Dès que nous aurons des informations, je contacterai Harry et toi. Bonne chance les gars. Après son départ, Harry a suggéré, concentrons-nous sur des questions plus pratiques. Kenneth, veux-tu entamer la procédure de divorce maintenant ou attendre le retour de Daphné et essayer de régler les choses? Non, je veux divorcer le plus vite possible. Je ne peux pas rester marié à une femme si facilement influencée par des personnalités autoproclamées fortes. Je suis confiant dans cette décision, ai-je répondu. Fermement. D'accord, a dit Harry, je contacterai Claudia Milton demain. C'est une spécialiste du droit de la famille dans mon cabinet et elle est réputée pour son équité et son efficacité. Je lui demanderai de te contacter dès que possible. Je pense que tu apprécieras de travailler avec elle. Nous avons poursuivi notre conversation et j'ai donné à Harry accès à mon système d'enregistrement afin qu'il puisse recevoir des mises à jour en temps réel et sauvegarder des informations sur le cloud. Vers 23 heures, Christina et Harry sont partis, et j'ai pris des sédatifs pour m'aider à dormir. Le lendemain, à 8h30, Claudia Milton a appelé. Après avoir discuté de ma situation avec Harry, elle m'a demandé de venir à son bureau à 11h. Lors de notre rencontre, Claudia a montré de la sympathie pour ma situation après avoir appris la réputation douteuse de Derek Kramer. Elle m'a rassuré en expliquant que, puisque j'avais acheté la maison avant de rencontrer Daphné et que son nom ne figurait pas sur l'acte, la propriété m'appartenait toujours. Comme nous n'avons pas d'enfants,
la procédure de divorce serait simple. Inquiet pour mon entreprise, j'ai demandé si je devrais la vendre et partager les bénéfices. Claudia a appelé Harry pour discuter de mes préoccupations, et il nous a rapidement tous les deux calmés. L'accord prénuptial stipule clairement que ton entreprise t'appartient exclusivement et qu'elle n'a aucun droit dessus. Même s'ils essayaient, ils n'auraient aucun motif légitime d'engager d'autres actions. Après avoir rencontré Claudia à 12h30, j'ai discuté des questions financières avec elle. Elle m'a assuré que tout était traité efficacement et m'a informé que Daphné recevrait les papiers du divorce à son bureau le lundi. Après avoir remplacé mon téléphone portable endommagé, j'ai passé le reste du week-end à travailler dans le jardin et à regarder mes émissions de télévision préférées. Malgré la rancune que je gardais toujours envers Daphné, je ne pouvais pas accepter pleinement la réalité de notre situation. Je savais que je finirais par pleurer la fin de notre mariage, mais mes émotions étaient trop vives à ce moment-là. L'idée que Daphné revienne à la maison le dimanche me hantait. Je me suis demandé avec angoisse si je devais dormir dans la chambre d'Amy ou l'Y forcé. Finalement, j'ai réalisé que c'était ma maison et qu'elle m'avait abandonné. J'ai décidé de ne pas partager de lit avec elle et j'ai déplacé toutes ses affaires dans la chambre d'Amy. J'ai ensuite acheté une nouvelle poignée de porte avec une serrure pour la porte de la chambre et j'ai gardé la clé dans ma poche. Le soir suivant, lorsque j'ai entendu le bruit de la voiture de Derek arriver, j'ai allumé le système de surveillance. J'ai observé Daphné embrasser son patron pendant un long moment avant de sortir de la voiture. J'ai regardé Daphné embrasser Derek pour lui dire au revoir et lui faire signe alors qu'il s'éloignait. Assis dans le salon, apparemment absorbé par un livre, je n'ai pas réagi lorsqu'elle est entrée. « Salut chérie, comment s'est passé ton week-end » a-t-elle demandé, bien que sa nervosité soit évidente malgré sa tentative de la cacher. J'ai décidé de ne pas répondre, gardant mon attention fixée sur le livre. « D'accord, continue de bouder. »« Derek avait raison quand il a dit que tu réagirais comme ça » a-t-elle murmuré, sous-entendant que je manquais d'intelligence pour comprendre ses exigences ou de maturité émotionnelle pour admettre mes lacunes. Elle est montée à l'étage et, une fois qu'elle est partie, j'ai commencé à compter, 1, 2, 3. Kenneth Morrison, qu'est-ce qui se passe? Tu as mis une serrure sur notre chambre, a-t-elle crié, dévalant le couloir. Correction, ma chambre, ai-je répondu calmement. Tes affaires ont été déplacées dans la chambre d'Amy. Tu y vivras jusqu'à ce que tu trouves un nouvel appartement. Qu'est-ce que c'est que ça? Derek devrait être au courant. Ça ne faisait pas partie de notre arrangement, a-t-elle hurlé. Quel genre d'arrangement? Je n'ai pas non plus accepté les exigences ridicules de tes partenaires. Soit tu restes dans la chambre d'Amy, soit tu pars. Peut-être que la femme de Kramer te prendra dans son lit, ai-je rétorqué sans broncher. Elle m'a lancé un regard furieux en silence, a foncé dans la chambre d'Amy et a claqué la porte. Je l'ai suivi à l'étage et j'ai crié à travers la porte, et si on parle d'arrangement, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Comme je n'ai pas eu de réponse, je me suis retourné et je suis redescendu. Environ 15 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec des messages d'un numéro inconnu. Les messages étaient exigeants, et « Pourquoi ne laisses-tu pas Daphné entrer dans sa propre chambre ?» Je pense que j'ai tout expliqué clairement. Je ne prêterai pas attention à ta crise enfantine. Cuisine à Daphné son dîner préféré et excuse-toi. Si tu te comportes bien pendant le reste de la semaine, je permettrai à Daph d'être intime avec toi le week-end prochain. Si tu n'écoutes pas, tu verras que mes avertissements ne sont pas de vaines menaces. Suis mes instructions implicitement, tu comprends? J'étais choqué par les mots que je lisais. Cet homme n'avait aucune empathie, était déconnecté de la réalité et complètement à côté de la plaque. J'ai décidé de ne pas répondre, mais j'ai fait une capture d'écran de la conversation et l'ai envoyée à Harry. 3 minutes plus tard, Harry a répondu, « Incroyable, cet homme a vraiment une haute opinion de lui-même, mais ce n'est qu'un idiot de première classe. » Ne perdons pas de temps à lui répondre. Kramer a envoyé plusieurs autres messages exigeant de la reconnaissance, mais je les ai ignorés. Finalement, il a cessé de me contacter. Je n'ai pas revu Daphné ce soir-là. Je suis allé me coucher, la porte verrouillée et le système d'enregistrement activé. J'ai également envoyé un SMS à l'un de mes assistants pour leur faire savoir que je serais en retard le lendemain. Le lendemain matin, après le départ de mon père, j'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai décidé de me préparer un petit déjeuner tout en transférant les enregistrements que j'avais faits la nuit précédente sur le système. Il était tard dans la matinée lorsque Daphné est finalement sortie de la chambre d'Amy. Elle avait déjà pris une douche dans la salle de bain d'Amy et est partie sans prendre de petit déjeuner.
À ma surprise, elle n'a pas tenté d'utiliser mon ordinateur, ce qui m'avait inquiété. À ce moment-là, un message de Claudia Milton est apparu sur mon téléphone. « Bonjour Kenneth, j'ai informé Harry que les papiers du divorce seront signifiés à 10h15 aujourd'hui. » Avant de me rendre au magasin, j'ai vérifié à nouveau que mon système de sécurité domestique enregistrait toujours et était configuré pour m'alerter en cas de déclenchement. J'avais un rendez-vous avec l'architecte à 11h pour finaliser les modifications pour le client. Je me suis occupé de petites tâches jusqu'à l'heure du rendez-vous. J'attendais un appel de Daphné peu après qu'elle ait reçu les papiers, mais il n'est jamais venu. À 10h45, j'ai envoyé un SMS à Harry, partageant ma surprise face au silence de Daphné. Cela doit signifier qu'elle a discuté des papiers du divorce avec Kramer. Peut-être qu'il prévoit déjà quelque chose. Je contacterai Laura, a répondu Harry. Tiens-moi informé. La rencontre avec l'architecte s'est bien passée, me permettant de rester concentré sur le travail. J'ai passé le reste de la journée à rassembler des outils et à ranger le magasin. À 15h12, mon téléphone a signalé une alerte. J'ai rapidement envoyé un message à Harry pour lui faire savoir que le spectacle avait commencé. Il a répondu par un pouce levé. Je me suis connecté au système de sécurité et j'ai regardé les événements se dérouler. Daphné et un homme inconnu sont entrés dans mon bureau à domicile et ont allumé mon ordinateur. Ils n'ont échangé que quelques mots, et quelques minutes plus tard, l'homme a déchiffré mon mot de passe. Il a inséré une clé USB dans l'ordinateur et a commencé à se livrer à des activités suspectes. Heureusement, j'ai pu prendre des photos claires de son visage. Pendant ce temps, Daphné est allée dans la chambre d'amis et a emballé ses affaires dans des sacs poubelles, alors que ses valises étaient toujours dans le placard de la chambre principale. Après avoir terminé son affaire, l'homme a éteint l'ordinateur et a dit à Daphné qu'il partait. Elle a quitté la pièce à 15h56, peu avant que l'enregistrement ne s'arrête. À ce moment-là, Harry m'a contacté. « D'accord Kenneth, rentre chez toi et agis naturellement. Je pense qu'il pourrait impliquer la police aujourd'hui ou demain, alors sois prêt pour la visite de l'inspecteur. Il faut plusieurs heures pour obtenir un mandat de perquisition, alors attends-les demain. » Inquiet, j'ai demandé « Est-ce possible ?» J'ai déjà contacté Steven Lindsay, un avocat de la défense pénale de confiance, et partagé toutes les informations nécessaires, y compris les enregistrements, m'a rassuré Harry. Steven m'a assuré que ce serait la chose la plus facile de l'année. J'ai également donné à Harry un code pour accéder aux enregistrements de mon système d'alarme en cas d'arrestation. Après quelques discussions supplémentaires, nous avons mis fin à l'appel. Alors que je rentrais chez moi, l'anxiété pesait lourdement sur moi. Heureusement, la soirée s'est déroulée sans visite de police, appel de Daphné ou message désagréable de Kramer. Je me suis préparé un sandwich et l'ai mangé en regardant la télévision. Malgré l'envie de tout confier à mes parents, j'ai décidé d'attendre que la tempête se calme. Essayer d'expliquer le piratage informatique et le stockage vidéo dans le cloud à ma mère semblait inutile et ne ferait que causer des inquiétudes inutiles. Le lendemain, alors que je faisais des courses, j'ai reçu une autre notification d'une invasion de mon domicile. Comme la dernière fois, j'ai rapidement envoyé un SMS à Harry et vérifié le système de sécurité. Après l'incident, la police est entrée chez moi et a essayé de désactiver l'alarme. Il semble qu'ils aient réussi car la connexion a été perdue. Harry m'a dit qu'il avait tout vu et avait envoyé les photos à Steven Lindsay. Environ une heure plus tard, 2 policiers se sont présentés au magasin et m'ont arrêté. Ils m'ont menotté et m'ont emmené dans une voiture de police, me lisant rapidement mes droits et commençant l'interrogatoire. J'ai choisi de ne répondre à aucune question. Lorsque nous sommes arrivés au poste de police, mon téléphone et mon portefeuille m'ont été confisqués et j'ai été placé dans une cellule avec 5 autres personnes. La pièce était silencieuse, tout le monde évitait le contact visuel et fixait le sol carrelé. 3 heures plus tard, un agent de sécurité est apparu et m'a conduit dans une salle de réunion où j'étais censé rencontrer mon avocat. Confus, j'ai demandé comment ils savaient qui était mon avocat, mais ils n'ont pas répondu et m'ont laissé seul dans la pièce. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte et Derek Kramer est entré avec un sourire confiant. Il s'est assis en face de moi, maintenant un silence qui établissait sa supériorité, son expression suffisante le déclarant vainqueur de cette confrontation. « Avez-vous enfin réalisé la gravité de la situation ?» a-t-il demandé. Je suis resté silencieux. « Je vous ai posé une question, Morrison, parlez, espèce d'idiot inutile » a-t-il grogné. Je n'ai toujours pas répondu. « Ce sera votre parole contre la mienne » a-t-il averti, son sourire s'élargissant.
L'opinion d'un charpentier s'opposera à l'opinion de l'un des avocats les plus célèbres de la ville. Vous voulez prédire le résultat? Il s'est levé, poursuivant, on dirait que vous avez besoin de temps pour réfléchir à ce que je vous ai dit. Retrouvons-nous demain matin et parlons-en plus en détail. Peut-être qu'une nuit dans la cellule partagée avec vos compagnons vous aidera à clarifier la situation, a-t-il fait remarquer avant de quitter la pièce. J'ai été ramené à la cellule où il n'y avait plus que 4 personnes. Plus tard cet après-midi-là, un autre visiteur est venu me voir. J'ai été reconduit dans la même salle de réunion où un grand homme blond à l'expression sérieuse m'attendait. Il s'est levé à mon entrée et s'est présenté comme Steven Lindsay. Harry m'a contacté plus tôt aujourd'hui après qu'il n'ait pas pu te joindre. Nous avions le sentiment que tu aurais pu être arrêté, a-t-il dit. J'ai rapidement énuméré tous les événements de la journée, y compris la visite dérangeante de Derek Kramer. La mâchoire de Steven s'est décrochée sous le choc, mais il est resté silencieux. Tu as une audience au tribunal prévue pour demain matin, a poursuivi Steven. Il y aura très probablement un montant de caution élevé, mais Harry s'en chargera. Je sais que ça va être une nuit difficile, mais essaie de tenir bon. Harry et moi sommes là pour te soutenir. En attendant, continue de refuser obstinément de répondre à leurs questions. J'ai officiellement pris en charge ton dossier et je m'assurerai que Kramer ne te dérange plus, m'a-t-il rassuré. Le lendemain, j'ai comparu devant un juge, accusé de possession de matériel prohibé, tout en maintenant mon innocence. La caution a été fixée à 25 000 $ et j'ai été libéré à la condition qu'il m'était interdit de quitter la ville ou de contacter ma future ex-femme, Derek Kramer ou quiconque de leur bureau. Cependant, j'étais autorisé à continuer à travailler dans mon magasin. Steven m'a rendu mon téléphone portable et mon portefeuille, et nous sommes allés prendre un déjeuner tardif où notre conversation a continué. Hier au poste de police, je me suis abstenu de fournir des informations inutiles pour des raisons de confidentialité, a dit Steven. Mais après quelques appels, j'ai découvert beaucoup d'informations intrigantes sur des cas Kramer. Maintenant, laissez-moi vous offrir quelques nouvelles réconfortantes. Tout d'abord, il faut plusieurs heures pour obtenir un mandat de perquisition. Ce n'est qu'après cela que les autorités peuvent examiner les preuves trouvées et délivrer un mandat d'arrêt. Dans ton cas, tu as été emmené avant qu'il n'ait fini de fouiller ta maison et malgré les restrictions de communication avec toi ou Harry, Derek Kramer a quand même été autorisé à te rendre visite. Ces circonstances suggèrent fortement que toute la situation a été planifiée, ce qui est certainement illégal. Harry avait mentionné que Kramer avait de l'influence sur de nombreux juges, mais Steven a répondu « pas du tout ». On ne peut pas entretenir autant de relations sans se faire des ennemis. Je ne sais pas ce que je vais trouver chez moi, mais je prie pour que ma femme et son complice perfide n'aient pas tout pris. Ne t'inquiète pas pour ça, m'a rassuré Harry. Après avoir réactivé le système RE. Démarré l'enregistrement, je suis allé chez moi juste après le départ de la police. Personne n'était en vue, alors j'ai décidé de retourner au magasin, de prendre la voiture, puis de rentrer chez moi pour une douche bien méritée. Quand je suis revenu, j'ai reçu un message de l'architecte confirmant que le plan mis à jour avait été approuvé par le client. C'était une bonne nouvelle car cela signifiait que je pouvais me concentrer sur le travail le lendemain. Cependant, quand je suis rentré chez moi, j'ai été accueilli par le chaos. Chaque recoin de la maison avait été minutieusement fouillé. En installant l'ordinateur endommagé, j'étais confiant de ne rien trouver de suspect, mais alors que je commençais à ranger, les larmes me sont montées aux yeux. Il y a à peine une semaine, j'avais été heureux dans ce que je pensais être un mariage solide, et maintenant je me retrouvais accusé d'un crime, au bord du divorce et sous l'influence du patron manipulateur de ma femme. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'avais fait pour mériter cela. Heureusement, la presse ne s'est pas acharnée sur moi, probablement trop occupée par un scandale de plusieurs milliards de dollars récemment découvert pour s'intéresser à quelqu'un comme moi. À la fin de la semaine suivante, Steven me contacta avec d'importantes nouvelles. Je fus soulagé d'apprendre que toutes les charges retenues contre moi avaient été abandonnées. Il semblait que l'inspecteur en charge de mon dossier n'était pas facilement influençable, surtout en matière de chantage. Malgré les tentatives de Kramer pour manipuler la situation, l'inspecteur était resté ferme et n'avait pas perdu de temps. Derek Kramer fut accusé de chantage, de fabrication de preuves et de possession de matériel prohibé impliquant des enfants. Daphné était impliquée dans la conspiration entourant ces crimes. Après avoir parlé avec Steven, Harry m'appela et m'invita à dîner ce soir-là. En chemin chez Harry, je fus contacté par mon avocate de famille, Claudia Milton. Kenneth,
l'avocate représentant Daphné m'a contacté aujourd'hui et m'a informé qu'elle est prête à signer les papiers de divorce sous leur forme actuelle, mais elle a demandé une rencontre en face à face d'1 heure avec vous avant de finaliser le processus. La réunion peut avoir lieu dans son bureau. Malgré ma réticence à voir Daphné, je compris que cette rencontre pourrait accélérer le processus de divorce, alors j'acceptai. J'ai demandé à Claudia d'organiser la réunion. La soirée passée avec Harry et Kristen fut un répit bien nécessaire et, pour la première fois en 2 semaines, je me sentis vraiment détendu. Kristen prépara un délicieux dîner de crevettes à la noix de coco et de riz. Quand je rentrai chez moi, je me sentis satisfait, même si la prochaine rencontre avec Daphné, mercredi, me laissait toujours mal à l'aise. Au bureau de Claudia, elle me donna un conseil, je ne suis pas sûr de ses motivations, mais je pense qu'il est nécessaire de vous avertir, une affaire pénale a été ouverte contre elle. S'il vous plaît, faites attention à ne lui donner aucune information qui pourrait être utilisée contre vous au tribunal. Puisque nous ne pouvons pas la fouiller pour des appareils d'enregistrement, gardez à l'esprit qu'elle pourrait enregistrer votre conversation. Merci pour l'avertissement, répondis-je, puis je fus conduit dans une petite salle de réunion privée où Daphné m'attendait déjà. Je m'attendais à retrouver la même Daphné en colère et arrogante que j'avais rencontrée les semaines précédentes, mais la Daphné qui se tenait devant moi semblait brisée et vulnérable. Malgré un élan de compassion, les souvenirs de son comportement discutable avec Kramer effacèrent rapidement tout sentiment positif que j'aurais pu éprouver. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Kenneth, dit-elle. « Que puis-je te dire après tout ce qui s'est passé ?» répondis-je froidement. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle parlait. « Kenneth, je suis submergé de honte pour la façon dont je t'ai traité. Tu es un mari si merveilleux et tu ne mérites pas la douleur que j'ai causée. J'ai été aveuglé par les manipulations de Derek Kramer, mais quand j'ai appris que les accusations contre toi avaient été abandonnées et que lui et moi pourrions faire face aux conséquences, cela m'a tiré de ma torpeur. Je ne peux plus me regarder dans le miroir, tout ça à cause d'une stupide erreur, continua-t-elle, réfléchissant spontanément sur elle-même et analysant son comportement. Elle ne me demanda aucune information ni ne me posa de questions. Kenneth, je comprends que notre relation est terminée. Si j'étais toi, je voudrais aussi divorcer. Je ne t'en veux pas d'avoir mis fin à tout ça. Je veux que tu saches que j'ai quitté mon emploi. J'ai dit à Derek Kramer que je ne voulais plus lui parler. Je suis retourné chez mes parents et je leur ai tout raconté. Ils sont très en colère contre moi. Il y a une atmosphère tendue et peu accueillante à la maison. Je la regardais en silence. Il n'y avait pas de solution facile à cette situation. Elle s'était attirée ses ennuis et devait maintenant en assumer les conséquences. Les prochains mois, peut-être même des années, seront difficiles pour moi, Kenneth, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. La seule chose que je souhaite, c'est qu'un jour, quand tout se sera calmé, nous ayons l'occasion de devenir amis. Cela semblait une possibilité lointaine, très lointaine. Nous devrons attendre et voir, répondis-je. Je te souhaite bonne chance. Je me levai pour quitter la pièce. Ayant tiré la leçon, Daphné décida de ne plus chercher de vengeance. Elle coopéra avec les autorités et conclut un accord de plaidoyer pour Derek Kramer, ce qui la conduisit finalement à déménager dans une autre ville. Malheureusement, j'ai perdu le contact avec elle après cela. Lorsque les accusations de chantage contre Kramer furent révélées, 2 autres victimes se manifestèrent, ce qui conduisit à la condamnation de Kramer à 12 ans de prison. Puisque la police avait des enregistrements de toutes mes conversations avec lui, mon témoignage ne fut même pas nécessaire. Après la condamnation de Kramer, j'ai intenté une action civile contre lui et ce qu'il restait de son entreprise. J'ai finalement obtenu un règlement s'élevant à 2 millions de dollars, dont la majeure partie est allée à Harry. Bien que faisant semblant d'être outré, j'étais ravi de dédommager Harry pour son aide inestimable. Mon entreprise a prospéré. Je finalise actuellement un accord pour acquérir un fabricant de portes spécialisé, ce qui rationalisera nos opérations. Avec une équipe de 6 employés qui sont comme une famille, je suis content de la façon dont les choses se déroulent. Après le divorce, Harry et Kristen m'invitèrent à un barbecue où je rencontrai Cathy, la sœur cadette de Kristen. Nous avons tout de suite accroché et nous sortons ensemble depuis plusieurs semaines maintenant. Je suis impatient de voir où cette relation nous mènera. Quelques semaines après la conclusion de l'affaire civile contre Kramer, je décidai de lui rendre visite en prison. Je m'assurai que le gardien restait pour surveiller notre conversation. Quand Kramer entra dans la pièce, il me vit et tenta de partir, mais le gardien insista pour qu'il reste.
Il me fusilla du regard et ricana, « Qu'est-ce que tu veux, espèce de salaud ?» Ignorant ces insultes, je dis, comme c'est intriguant. J'ai appris que ta femme Jessica a demandé le divorce, et je pensais l'inviter à dîner pour lui offrir une soirée spéciale. Le visage de Kramer s'empourpra de colère et il commença à crier, mais je l'interrompis avec un sourire narquois, ne perds pas ton temps. J'ai déjà invité Jessica à sortir, tu sais, celle avec le tatouage de colibri sur la cuisse. Je regardais sa colère se transformer en honte. Avant qu'il ne puisse me menacer, il marqua une pause, réalisant que cela ne l'aiderait pas, mais je ne suis pas là pour parler de Jessica, poursuivis-je. Je voulais juste te rappeler à quel point tu as été stupide. Pense Y, menacer un homme chez lui et lui imposer des conséquences pour ne pas avoir satisfait tes exigences déraisonnables, ce n'est pas de l'intelligence. Même un charpentier expérimenté le reconnaîtrait. Je ne pus m'empêcher de rire de sa frustration grandissante. N'as-tu pas dit que certaines choses sont inacceptables pour des gens comme moi, mais tout à fait acceptables pour des gens dans ta position? Ton influence est vraiment incroyable. Je m'incline devant ta grandeur. C'est peut-être à cause de la combinaison que tu portes, elle te va si bien. Je sentis sa colère s'intensifier comme s'il était sur le point de craquer. Finalement, je ris et ajoutai, je m'assurerai de profiter de mon temps avec ta magnifique femme. Ce sera une excellente soirée. Je lui rendis l'appareil et cela me procura un sentiment étrangement apaisant. Astérisque astérisque histoire 2 astérisque astérisque. Quand la soirée toucha à sa fin, ma femme et moi saluâmes le dernier invité depuis le porche, lui souhaitant un joyeux Noël. Organiser des fêtes de fin d'année pour nos voisins était devenu une tradition pour Ami et moi. Ce qui avait commencé avec seulement 4 couples s'était régulièrement développé au fil des ans. Cette année, nous étions ravis d'inviter plus de 35 personnes, dont environ un tiers ne vivait même pas dans notre quartier. L'augmentation du nombre d'invités était probablement due à l'ambiance festive alimentée par beaucoup d'alcool et des jeux légèrement coquins, devenus un élément préféré de nos rassemblements. Chaque année, les jeux devenaient plus audacieux, mais ne dépassaient jamais les limites. Comme Ami et moi, la plupart des participants avaient entre 25 et 35 ans, beaucoup d'entre eux étant parents de jeunes enfants. Ce n'était pas la foule sauvage et insouciante que nous avions été à l'époque de nos études. Au contraire. C'étaient de jeunes parents responsables qui voulaient se détendre au moins une soirée par an. Les femmes du quartier apportaient toujours une abondance de nourriture, bien plus que nous ne pouvions en manger, tandis qu'Ami et moi veillions à ce que l'approvisionnement en alcool soit suffisant. Quand plusieurs voisins commencèrent à amener des amis de l'extérieur du quartier, cela ne nous préoccupa pas beaucoup. Cependant, Ami avait invité plusieurs de ses collègues à la fête sans me le dire d'abord, y compris son ami proche et collègue Ron Stevens du service des ventes externes de leur entreprise. Ils avaient travaillé en étroite collaboration pendant les 5 dernières années, passant beaucoup de temps ensemble, surtout compte tenu de la fréquence de leurs voyages et de leur participation à des conférences de vente. Juste quelques jours avant la fête, il était devenu le sujet de discussions animées dans notre famille. La présence de Ron à la fête m'empêcha de profiter pleinement de la soirée. Je décidai d'aider Ami avec le nettoyage et la collecte des ordures. Quand je revins, elle avait presque fini dans la cuisine. Il était temps de lui parler. « Pourquoi as-tu invité Ron et tes collègues à notre fête de quartier ?» demandai-je, la voix tendue. « J'aime leur compagnie, alors j'ai pensé que ce serait formidable s'ils venaient. Je crois qu'ils se sont bien amusés et qu'ils s'intègrent bien à notre groupe. »« Quel est le problème ?» répondit-elle, apparemment inconsciente de ma frustration. « Es-tu sérieuse, Ami ? Tu sais ce que je ressens à propos de ta relation avec lui, et tu l'as invité chez nous, insistai-je. C'est notre maison, Marc. Je peux inviter qui je veux à notre fête, je n'ai pas besoin de ton approbation, claqua-t-elle. Je sentis ma colère monter. Penses-tu qu'il est approprié de m'humilier en exposant ton petit ami devant nos amis et collègues, exigeai-je, remarquant les sourires narquois et les sourcils levés des invités. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai dit maintes fois que Ron n'est pas mon petit ami. Personne ne s'est moqué de toi. C'est juste ta jalousie sans fondement, qui est déjà assez ennuyeuse, dit-elle d'un ton dédaigneux. As-tu vraiment cru que personne ne t'avait vu te faufiler à l'étage avec lui ? Qu'est-ce que tu trafiques, Ami ? Pourquoi avais-tu besoin d'être seul avec Monsieur Merveilleux, là pressai-je. Elle hésita. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas montés. Il avait juste besoin d'utiliser la salle de bain, et en bas c'était occupé. Je lui ai rapidement montré la salle de bain d'invités. J'y suis resté pas plus d'une minute ou deux. Tes accusations sont sans fondement.
Mais je n'étais pas convaincu. Tu as disparu pendant plus de 30 minutes. J'ai vu Gail essayer de me distraire. Elle gardait l'œil sur l'heure. Les tentatives d'Amy de rejeter mes soupçons ne faisaient qu'alimenter ma colère. Tu es paranoïaque, dit-elle. Mais les tentatives excessivement amicales de Gail ne faisaient que me rendre plus méfiant. Il était clair que ses talents de négociatrice étaient meilleurs que sa capacité à me tromper. L'invitation soudaine d'Amy à Ron, son amant, fut la trahison ultime. Ce fut la goutte d'eau qui me fit décider que je ne tolérerais plus la malhonnêteté et le manque de respect. Tandis qu'elle continuait à proférer des insultes et des mensonges, je me retournai et montai à l'étage. Je pris mes articles de toilette dans la salle de bain, mais en me penchant pour ramasser un déodorant tombé, quelque chose attira mon attention, un emballage en feuilles d'or dans la poubelle. Mon cœur commença à battre la chamade. Je le reconnus immédiatement, un emballage de contraceptif. Après la naissance de notre deuxième enfant, j'avais eu une vasectomie, donc je savais que ce n'était pas le mien. Cela confirma mes soupçons, ma femme me trompait. Amy fit irruption dans la salle de bain, proférant des insultes et m'accusant d'être paranoïaque. Je me tournai lentement pour lui faire face, tenant l'emballage dans mes mains. Ce n'est pas de la paranoïa, Amy, c'est la vérité, dis-je, la voix ferme. Peut-être que quelqu'un a planté ça comme une blague, marmonna-t-elle, essayant de dévier. Je n'ai rien fait de mal, insista-t-elle, c'était juste une erreur. Mais je n'écoutais plus. J'en ai assez, Amy. C'est fini. Je ne peux pas pardonner ça, dis-je, les mots lourds de finalité. Ce n'est pas ce que je voulais, mais je comprends que tu ne t'attendais pas à ce que je trouve la preuve de ta tromperie. C'était ta grande erreur. Je pouvais la voir commencer à paniquer, ses excuses s'effondrant, mais j'étais au-delà de la raison maintenant. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Tu t'es enfui de la fête et tu t'es montré intime avec ton amant pendant que j'étais en bas avec nos amis. Ça te fascinait de coucher avec lui dans notre maison pendant que j'étais en bas, exigeai-je. Non, ce n'était pas comme ça. S'il te plaît. Chérie, laisse-moi tout expliquer, supplia-t-elle. Mais j'en avais fini. Je mis rapidement l'emballage dans ma poche tandis qu'Amy s'écartait pour m'éviter. Ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que je la dépassais pour entrer dans la chambre d'Amy. Je ne regardais pas en arrière. Je claquai la porte et la verrouillai, ignorant les supplications désespérées d'Amy. Au cas où, je traînais une commode pour bloquer la porte, sachant qu'elle ne savait probablement pas comment crocheter la serrure. Ses cris exigeant une explication furent étouffés alors que j'insistais fermement sur ma propre décision de ne pas ouvrir la porte. Les coups devinrent plus forts, mais je ne bougeais pas. J'allumai la télévision et montai le volume, essayant d'étouffer le bruit. Dormir me semblait impossible alors que mon esprit rejouait toutes les fois où Amy était restée tard, partie en voyage ou assistait à des conférences. Parlait-elle à Ron pendant ces moments? Était-elle avec lui? La pensée me consumait, insupportable et pourtant indéniable. Une larme roula sur ma joue. Mon estomac se tordit à l'idée de devoir expliquer la séparation à nos filles. Comment pouvait-elle trahir ses enfants ainsi? Comment pouvait-elle être si égoïste? Qu'est-ce qui l'avait poussée à faire entrer un autre homme dans notre famille? N'étais-je pas suffisant en tant que mari? Des questions sans fin, des doutes accablants, le chagrin et la colère obscurcissaient mon esprit. Le sommeil s'échappa, et le soleil du matin me nargua, inondant la pièce par la fenêtre. Je sortis du lit à contre-cœur, sachant que ce dimanche serait tout sauf reposant. Je poussai la commode et sortis de la pièce dans le couloir. La porte était entr'ouverte et j'aperçus Amy allongée sur le lit. Je refermai doucement la porte, me dirigeant vers la salle de bain d'invités pour me rafraîchir. Après m'être habillé, je me rendis à la cuisine pour me verser une tasse de café. Alors que je portais ma boisson à la table, Amy entra dans la pièce. Malgré son apparence négligée et les yeux gonflés, les cheveux ébouriffés, le nez rouge et des traces de gueule de bois, elle restait magnifique. Une autre vague de douleur me submergea. Comment cela avait-il pu nous arriver? Je restai là, perplexe, fixant sa tasse de café à côté de la cafetière. Comme toujours, je versai la quantité parfaite de lait écrémé sans même y penser. Elle se servit une tasse et s'assit à la table en face de moi. Marc, commença-t-elle, la voix lourde de regret. J'ai tout gâché. Je pensais être si intelligente, espérant te donner une leçon, mais maintenant je vois mon erreur. J'ai été stupide d'essayer de te choquer, et tout s'est retourné contre moi. Je regrette profondément mes actions et je m'excuse.
tu ne méritais pas d'être traité ainsi, et je comprends que tu sois en colère contre moi. Merci de me donner l'opportunité de ressentir cette colère, répondis-je, la voix sèche. C'était très gentil de ta part d'inviter ton petit ami chez nous sans réfléchir à la situation. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi recommencer depuis le début, supplia-t-elle. Il est trop tard pour expliquer tes plans maintenant. Tous nos voisins ont vu comment tu as mis en œuvre ton plan d'action la nuit dernière, dis-je fermement. Amy se précipita vers ma chaise, me détournant de la table. Elle s'assit sur mes genoux et me serra fort. S'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. Donne-moi 5 minutes, Marc, elle supplia. Je me détournai d'elle, évitant sa tentative de m'embrasser sur la joue. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle implorait le pardon, mais la colère bouillonnait en moi. Je résistais à l'envie d'agir. Je ne pouvais pas me résoudre à la blesser, peu importe à quel point elle le méritait. Je pris une profonde inspiration et me ressaisis. D'accord, Amy, 5 minutes. Maintenant, lâche-moi, dis-je d'une voix résolue. Je ne peux pas risquer que tu partes avant que je te raconte tout, insista-t-elle. Je jetai un coup d'œil à la montre à mon poignet gauche, réalisant à quel point j'avais été stupide la nuit précédente, tout cela à cause de Ron et de ses décisions idiotes. D'accord, dis-je en haussant un sourcil. Tu as clairement fait savoir que tu ne lui faisais pas confiance et que tu doutais de ma capacité à le gérer. Même si je jurais que je n'avais pas de sentiments amoureux pour lui, tu ne me croirais pas. Tu sembles penser que j'étais une adolescente innocente, facilement convaincue par un vendeur, comme si j'allais jamais tomber pour ses phrases dragueuses ou n'importe quel autre stratagème masculin. Elle continua, sa voix devenant défensive. Bien sûr, il a essayé de flirter avec moi, comme tant d'autres. Même certains de mes clients ont essayé d'adoucir l'affaire en me draguant. Mais que les choses soient claires, je ne suis pas naïve. Je suis bien consciente de mon apparence et les hommes essaieront toujours de me draguer, mais je tiens toujours bon et j'y dis non. Naturellement, j'ai maîtrisé l'art de refuser poliment avec un sourire pour ne pas blesser l'ego de quelqu'un, mais mon refus a toujours été décisif. Ayant supporté ta cour assidue, il me sembla pour la 40e ou 50e fois, j'atteignis ma limite et décidai de te montrer la stupidité de ton comportement. Avec l'aide de Ron et Gail, j'élaborai un plan. Je savais que tu me verrais monter à l'étage avec Ron. En fait, nous avons dû attendre que tu aies fini de remplir ton bol de glace pour que tu sois face à l'escalier, là où notre plan a été mis en œuvre. Gail avait clairement indiqué qu'elle te distrairait pendant que nous montions. Tout se déroulait comme prévu. J'ai fait entrer Ron dans notre chambre et l'ai fait asseoir sur une chaise. J'ai attendu un moment, mais il est devenu clair que tu n'allais pas monter pour me confronter. Quand j'étais ivre, je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais fait souffrir. Je pensais que tu m'avais simplement abandonné et j'ai éclaté en sanglots. Ron est venu vers moi et m'a serré tendrement dans ses bras tandis que je laissais les larmes couler. Son doux contact sur mon dos et mes cheveux m'a offert du réconfort, apaisant la douleur. Quand j'ai retrouvé mon calme, j'ai essayé de me dégager, mais il m'a surprise avec un baiser. Prise au dépourvu, j'ai hésité un instant avant de le repousser. J'ai interrompu ce moment intime, me sentant déçu, et j'ai exigé une explication pour ses actions. Souriant, il a fait remarquer qu'il savait que mon approche initiale avait été un stratagème pour le rapprocher. Maintenant que nous étions face à face, il était temps de révéler nos véritables intentions. Je me suis penché, j'ai retiré une chaussure et je la lui ai lancée, le frappant en plein dans la poitrine. Il a reculé, croisant mon regard pour la première fois avec une expression qui enregistrait ma colère. Sans dire un mot, il s'est rapidement dirigé vers la salle de bain. Il semblait qu'il s'était débarrassé des contraceptifs, avait tiré la chasse d'eau et jeté la feuille d'aluminium à la poubelle pendant sa retraite. Je ne m'attendais pas à une telle stupidité de sa part. J'ai immédiatement parlé de ses actions à Gail, et elle a pris les choses en main, lui donnant des coups de poing aux oreilles avant de partir. Si nécessaire, je pourrais facilement la contacter pour confirmation. La regardant attentivement, elle s'est lentement levée, m'a attrapé par les épaules et s'est assise sur mes genoux. Je l'ai repoussée, j'ai pris ma tasse de café et je me suis dirigé vers la cafetière. Pendant que je remplissais ma tasse, je me suis assis à côté d'elle. Marc, s'il te plaît, parle-moi. Je comprends que tu sois bouleversé par ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je n'ai pas trompé. Je t'ai dit la vérité sur la situation. Je n'ai jamais voulu être avec lui. Comme beaucoup d'entre nous, il était un peu ivre hier soir et a fait une erreur. Embrasser n'a jamais fait partie de mes plans.
Il est stupide et je n'ai pas besoin de problème au travail, mais lundi, Gail et moi nous assurons qu'il réponde de ses actes. Mon amour, je suis désolé, pourras-tu un jour me pardonner? Je la regardais, réalisant comment elle avait orchestré la situation pour que je la voie. Tu t'attendais à ce que je me fâche et que je monte en trompe pour interrompre l'intimité de ma femme infidèle avec son petit ami sur mon lit. Et puis, quand je serais entré et que je vous aurais vu discuter innocemment, je suppose que tu allais te moquer de moi et me taquiner pour être un partenaire jaloux. Bien sûr, Gail allait faire monter le reste de tes collègues après moi pour qu'ils se joignent au ridicule de vos deux stupides blagues, n'est-ce pas? Peut-être voulais-tu faire un tel spectacle pour que le reste de la fête se rassemble rapidement et se joigne au rire aux dépens du fou jaloux. Elle me regarda, choquée. Alors, c'était ça ta stratégie? Tu pensais qu'en me faisant honte devant tout le monde, tu prouverais une fois pour toutes que je devais te faire confiance et ne jamais douter de ta loyauté? Je soupirai, la douleur et la trahison évidentes dans ma voix. Je voulais juste que tu vois l'erreur de tes actions envers Ron. Tu as constamment tiré de mauvaises conclusions. J'ai été si blessé que tu aies pensé ça de moi. Je pensais que notre fête te prouverait le contraire, mais quand j'ai commencé à m'immiscer dans tes affaires, ça a gâché ton plaisir. Tu t'es tellement mise en colère que tu as décidé de me punir d'une autre manière. De quelle leçon parles-tu? Demanda Amy, toujours confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as laissé Ron finir sur mon lit pendant que j'étais en bas, faisant semblant de ne rien comprendre. Je secouai la tête. C'était probablement une vengeance méritée pour le fait que j'avais perturbé tes plans. Oh mon Dieu, on y revient encore, soupira Amy, frustrée. Tu as raconté ta version de l'histoire, mais ce n'était pas la vérité complète. Tu as omis quelques détails. Je suis sûr que toi et Gail avez passé beaucoup de temps hier soir à retravailler une version des événements avec au moins un peu de vérité pour la rendre plausible. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire, Marc. J'ai admis que j'avais tort. Oublions ma stupide blague et mettons fin à cette dispute, dit-elle en essayant de conclure. Je ne suis pas d'accord, répondis-je en sortant un sac en plastique de ma poche. C'est ta façon de te venger de moi. C'est la partie de ton histoire que tu m'as cachée. Cela prouve que je ne peux rien croire de ce que tu as dit. Amy examina le sac, essayant d'en distinguer le contenu. Je la berçai légèrement dans mes bras et, tandis qu'elle plissait les yeux, je ne pus m'empêcher de sourire en voyant le choc sur son visage. Ron était vraiment un idiot complet. Il l'avait noué avant de tirer la chasse d'eau, de sorte que la bulle d'air le maintenait à flot. Je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et je l'ai trouvé flottant dans le réservoir des toilettes. Ce crétin n'a même pas pris la peine de vérifier s'il avait tiré la chasse. Amy me fixa, la bouche ouverte. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, continuai-je. Je suis désolé de t'avoir menti. Tu as raison. J'étais tellement en colère quand tu ne m'as pas suivi. J'étais tellement ivre que j'ai pris la stupide décision de coucher avec Ron. Amy baissa la tête, des larmes coulant tandis qu'elle réalisait toute l'ampleur de ses actions. Je pensais que c'était une façon de te donner une leçon, mais avec le recul, je réalise à quel point c'était stupide, dit-elle doucement. Tout ce que j'ai fait était stupide. Mon plan pour te donner une leçon était de faire l'amour avec Ron. J'ai vraiment tout gâché. Je sentais le poids de son regret, mais je ne pouvais ignorer la dévastation qui s'était accumulée en moi. Qu'est-ce que cela signifie pour notre relation? Est-ce la fin pour nous? Pourrais-je supporter les conséquences d'une seule explosion de colère et de frustration qui a mené à mes doutes constants? Les questions me consumaient. J'avais ressenti un changement chez Amy il y a quelques mois, mais je ne pouvais pas en identifier la raison. Pourquoi soupçonnais-je qu'elle me trompait avec Ron? Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de prouver que Ron n'était pas une menace, du moins jusqu'à ce que sa colère et son ivresse la submergent? Cela m'a choqué qu'elle considère une liaison secrète avec Ron comme une forme appropriée de vengeance pour mon erreur. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. L'intimité avait perdu son sens pour elle au point qu'elle pouvait l'utiliser comme une punition. L'idée que l'intimité puisse être utilisée comme un outil de manipulation plutôt que comme une expression d'amour était décourageante. J'ai réalisé qu'elle était devenue une manipulatrice habile. Gail, sa mentor, avait dû bien l'enseigner. Gail, la directrice des ventes expérimentées, avait toujours surpassé ses concurrents masculins. Elle avait pris Amy sous son aile, lui montrant comment dominer les négociations avec les clients masculins. Quand Amy a commencé à exceller dans son rôle de leader, elle savait qu'elle le devait à Gail.
Les primes nous avaient permis d'épargner pour les études universitaires de nos enfants et de couvrir nos dépenses. Mais quel était le véritable coût? Il était temps de le découvrir. J'applaudis lentement, ma voix pleine de sarcasme. Bravo, bravo, c'était un beau spectacle. Ta vivacité d'esprit est impressionnante. Gale t'a certainement bien formé. Tu as vite réalisé que Ron t'avait vaincu, et maintenant tu t'excuses en larmes, espérant que je ne remarquerai pas ton unique erreur. Tu penses qu'en un moment de frustration et d'ivresse, tu peux convaincre le père de tes enfants de te pardonner, surtout pour le bien de nos enfants. C'est une stratégie intelligente, sachant à quel point je les aime et je me soucie d'eux. Je fis une pause, laissant le silence s'installer avant de continuer. Je suis prêt à laisser de côté ma colère face à une erreur pour protéger nos enfants innocents. Bien sûr, je ferai n'importe quoi pour eux. Maintenant, je comprends que tu voulais délibérément m'embarrasser pour me donner une leçon. Tu as aussi admis ton erreur commise sous l'emprise de l'alcool. Quand je me suis immiscé dans ton plan, tu as pris la responsabilité de tes actions et tu t'es excusé auprès de moi. Que peux-tu faire d'autre? Amy se figea, ses yeux cherchant sur mon visage un signe de ce qui allait suivre. Amy, dis-je doucement. Je crois à ton explication concernant Ron à la fête. Je m'excuse de t'avoir douté et d'avoir pensé que tu avais une liaison. Je comprends maintenant que ce qui s'est passé était une erreur ponctuelle. Je te crois quand tu dis que cela ne se reproduira plus jamais. Pouvons-nous surmonter cela et essayer de reprendre le contrôle de la situation ensemble? Je t'aime beaucoup, ma chère. Je fais de mon mieux pour pardonner la douleur que tu m'as causée, mais j'ai encore des questions sans réponse. Je me penchai en arrière, épuisé par les mensonges et la tromperie. Que veux-tu dire par « les autres » ? J'aurais dû remarquer les signes quand j'ai rencontré Gale pour la première fois et entendu les rumeurs, mais je t'ai fait confiance. Mon intuition n'arrêtait pas de me dire que quelque chose n'allait pas, et maintenant je réalise que j'avais raison depuis le début. Je me suis trompé à propos de Ron, mais mes craintes à ton sujet étaient justifiées, n'est-ce pas? Pourquoi aurais-je dû m'inquiéter? Je soupirai profondément, me sentant émotionnellement vidé. Je ne comprends pas, Amy. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais j'ai l'impression de t'avoir perdu il y a longtemps. La femme que j'aimais n'est plus là. Gale a sans doute montré le chemin vers la richesse et le succès, mais au final, c'est toi, Amy, qui as choisi cette voie. Tu as volontairement ignoré les promesses et commencé à fournir des services intimes. Peu importe pourquoi tu l'as fait, que ce soit pour l'estime de soi, un profit rapide ou une excitation passagère. La raison n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu aies fait ces choix. J'observai le choc sur son visage tandis qu'elle traitait mes mots. Ce fut bref, mais je le vis avant qu'elle ne reprenne le contrôle et force un sourire. Marc, chérie, je pensais que tout allait bien, dit-elle d'une voix douce. J'ai déjà admis mon erreur avec Ron, mais je n'ai aucune idée de ce dont tu parles en ce moment. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je veux juste en finir avec ces bêtises et passer à autre chose. Nettoyons et allons chercher nos filles. Je sais qu'elles aiment être avec leurs grands-parents, mais leur papa leur manque. Je la regardai, ressentant un mélange de colère et de résignation. Je passai le reste de la journée avec nos filles, essayant de bloquer le chaos de la situation pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Le lundi suivant, je rendis visite à mon avocat et déposai officiellement une demande de divorce, invoquant des différences irréconciliables. Malgré l'avertissement de l'avocat de ne pas avoir de grands espoirs, je demandai la garde conjointe des filles, avec moi comme tuteur principal. Pour éviter d'attirer l'attention, j'envoyai Amy au travail peu après avoir reçu la confirmation de la bonne exécution de la signification. Mon téléphone sonna. « Tu es sérieux? Tu penses vraiment divorcer de moi à cause de la situation avec Ron ?» La voix d'Amy tremblait. « Je ne comprends rien. C'était une erreur, une stupide erreur. Nous avons tout discuté en profondeur. S'il te plaît, pense à nos filles. Tu les aimes plus que tout au monde. J'accepterai n'importe quelle punition, mais s'il te plaît, ne détruis pas notre famille. » Je soupirai, la frustration bouillonnant. Je t'ai déjà dit que Ron n'est pas le problème principal. Je ne peux pas être avec la personne que tu es devenue. Ce sont des bêtises. Je m'inquiète pour toi. Amy, évidemment, il t'est difficile de pardonner mon erreur et je le comprends, mais le divorce pourrait avoir un impact négatif sur nos filles. Nous devons trouver un moyen de gérer cela. Peut-être qu'une consultation psychologique pourrait t'aider.
Veux-tu que je l'organise? Je sentis un changement en moi, le poids de tout cela s'installant enfin. S'il te plaît, signe les papiers, ami. Une fois que ce sera fait, tu pourras vivre librement. Les filles et moi pouvons nous débrouiller seules. Elles peuvent rester avec moi quand tu n'es pas à la maison, et tu peux leur rendre visite quand tu veux. Arrête de rêver, claqua TL. Il n'y aura pas de divorce. Je ne te laisserai jamais me prendre mes filles. Arrête ces bêtises maintenant. Si tu me défies, il y aura des conséquences. Mon cœur se serra à ces paroles, mais je restai ferme. Marc, je tiens à toi, s'il te plaît, ne me fais pas me battre, plaida TL. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Gail. Ordonne à ton élève de signer les documents, dit-elle d'une voix froide. C'est le seul choix que tu as. Une fois qu'elle aura signé le contrat, les filles resteront avec moi. Tu pourras continuer à l'exploiter pour tes clients, garçon naïf. Tu n'as aucune preuve qu'elle s'est engagée dans quoi que ce soit au-delà de la rencontre avec Ron, qui n'a pas eu lieu sur mes instructions. Mais je suis sûr que tu es assez futé. Je n'ai pas besoin de preuves. J'ai juste besoin de faire une déclaration forte et publique. Je serrai la mâchoire, ma colère montant. Il faut que tu comprennes, continua TL. Quelqu'un rassemblera des preuves. Cela mènera à une enquête que tu ne veux pas en ce moment. Es-tu prêt à la détruire par vengeance? N'oublie pas que les filles souffriront si la vérité éclate. Elle signera les papiers, ou je le ferai publiquement. Si cette information devient publique, je t'impliquerai aussi dans le processus. J'ai raccroché après cela, me sentant vaincu. La semaine suivante, mon avocat reçut les papiers signés. Amy emménagea dans un bel appartement à environ 2 miles de notre maison. Elle rend visite souvent aux filles et assiste à leurs événements scolaires et sportifs. Nous ne nous parlons plus beaucoup, mais récemment, je l'ai vue, elle et Gail, sortir d'un restaurant chic. Alors que je me garais, elles s'approchèrent de ma voiture. Gail ouvrit la portière, puis se tourna vers Amy et l'embrassa passionnément. J'étais stupéfait. Je n'avais aucune idée qu'Amy aimait les femmes. Maintenant, il était logique que Gail ait une telle influence sur elle. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment compris Amy, mais à mesure que le choc s'est dissipé, j'ai réalisé que j'étais reconnaissant de passer à autre chose. Je ne suis pas sûr de me remarier un jour, mais si je le fais, je poserai certainement beaucoup plus de questions avant de prendre une décision. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse. Si vous avez aimé, abonnez-vous à JK raconte une histoire, pour plus de récits.